bienvenue au webinaire Les Lumidacieuses mettent en lumière le sport au féminin. Alors aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la médiatisation, pourquoi c'est si important. Je vous remercie à tous d'être là, nombreux, connectés à nous suivre. Donc je vais proposer à nos passionnantes intervenantes de se présenter. À toi Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Vanessa Calfa, la responsable de la Ligue féminine de handball. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est des filles qui jouent au handball professionnel. Voilà, c'est bien de dire comme ça fait un peu cliché, c'est parfait. À toi, Mejdaline, qui es-tu? Alors, je m'appelle Mejdaline Miri, j'ai 31 ans. Je suis journaliste sportive depuis à peu près 8 ans. Je suis rédactrice en chef du magazine Les Sportives qui parle uniquement de sport pratiqué par les femmes et de la place des femmes dans le sport de manière plus générale. Et depuis peu, je suis coprésidente de l'association des femmes journalistes de sport. Donc, je le dis parce que j'imagine que ça aura. On en reviendra aussi dans le débat, la manière dont le sport et le sport au féminin est traité. Voilà. Très bien. Et à vous, Marie. Bonjour, moi je suis Marie Lopez-Vivanco, réalisatrice et photographe, donc spécialisée dans la diplomatie et le sport féminin. Ça va ensemble d'ailleurs. Et accessoirement. Et donc j'ai réalisé dernièrement un documentaire, un 52 minutes, sur la médiatisation du sport féminin ou des sportives plus exactement. Voilà. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. On aura aussi quelques surprises avec des interventions préparées en vidéo par des sportives, donc qui ont aussi voulu donner leur parole aujourd'hui lors de ce webinaire. Donc, je suis ravie. Donc, la question est, je pense que tout le monde se la pose, c'est où on en est. En fait, aujourd'hui, la médiatisation du sport au féminin, on en parle, mais où on en est. Ça va être intéressant d'avoir trois avis et trois visions différentes puisque chacune œuvre sur des axes différents, bien que l'objectif est le même, c'est médiatiser et donner de la visibilité à toutes ces sportives. Donc, Vanessa, je vous propose de démarrer. Alors, aujourd'hui, vous êtes donc responsable de la Ligue féminine de handball. Depuis 2015, vous travaillez au développement de l'image du sport. Pourquoi cette image est si importante finalement, l'image du sport et du sport au féminin? Je crois que pour avoir une existence, il faut forcément qu'on soit médiatisé. Voilà. Donc, est-ce que c'est la médiatisation qui amène l'existence ou l'existence qui amène la médiatisation? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour qu'on puisse progresser effectivement dans tous les domaines, il faut qu'on soit vu et vu par un maximum de personnes. Donc, c'est aussi ça l'enjeu. Même si on a commencé à travailler, bien évidemment, d'être vu, reconnu dans notre milieu aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans cette médiatisation. C'est-à-dire que la médiatisation nous amène que tout ce que l'on fait de bien, et parfois de pas bien, mais tout ce qu'on fait de bien, en tout cas, est vu. Donc, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est la médiatisation qui ramène derrière de l'argent, qui ramène derrière la possibilité de se structurer, la possibilité d'aller plus haut. Donc, en fait, une des clés pour pouvoir survivre, c'est la médiatisation. Et on est très, 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 très à la marge dans le sport d'une manière générale. Alors, si on parle d'autres catégories, encore plus, mais voilà. Et donc, justement, comment la Ligue féminine de handball œuvre pour développer sa médiatisation aujourd'hui? Quelles ont été vos actions? Nos actions, c'est déjà de pouvoir essayer d'exister. Donc, on a la chance d'avoir trouvé, après la perte de Bein, qui était quand même Bein Sport, qui était quand même un canal, on va dire, relativement connu. On a travaillé, on a œuvré pour avoir un autre diffuseur qui aujourd'hui est Sport en France. Donc, aujourd'hui, on travaille à devenir notre propre média. Voilà, pour pouvoir justement produire notre spectacle et le donner au plus grand nombre. Mais là, on est en pleine réflexion voilà, sur ce qu'on doit faire, etc. Donc, on œuvre comme on peut face à toutes ces difficultés-là. Mais en tout cas, on résiste et on prouve qu'on existe.
Voilà, un petit rapport à la chanson pour les gens des années 80. Mais voilà, on essaye en tout cas de se dire il faut absolument que l'on existe à travers les médias. Donc, on essaye à notre niveau de travailler beaucoup sur la relation presse, mais aussi sur les relations avec les télés. On sait le pouvoir que ça a lorsque l'on passe sur une chaîne en clair. Alors, on a bien réussi sur des équipes de France parce que on est connu et reconnu. Et puis maintenant, en fait, ça descend plus sur le championnat. Mais c'est un travail de longue haleine. Et donc aujourd'hui, où on peut retrouver vos matchs? Comment ça? Vous ne savez pas où on peut retrouver nos matchs? C'est pas inscrit dans le programme télé encore sur Télé 7 jours. Bon. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on va rester dans un mode Covid. Dans le mode Covid, aujourd'hui, on avait un championnat avec 26 dates et on avait un deal avec Sport en France sur 20 dates. Donc, en fait, on pouvait retrouver 20 dates sur la chaîne Sport en France. Et de fait du Covid et du fait aujourd'hui qu'il n'y avait plus la possibilité dans les salles, on a ouvert la possibilité aux clubs de LBE et de D2F, parce qu'en fait, la LFH aujourd'hui, c'est que le championnat de France de D1, donc la LBE, mais on est en train de travailler avec le championnat de France de D2F, qui est donc un championnat aujourd'hui semi-professionnel, qui est la deuxième division de notre championnat. Aujourd'hui, on a laissé la possibilité aux clubs d'exploiter avec un cahier des charges leur propre match. Et du coup, en fait, on devient finalement producteur et chaque club devient producteur de son match. Et du coup, on choisit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, leurs propres réseaux sociaux, de diffuser les matchs avec une grande qualité, des commentaires, des émissions d'avant, des émissions d'après. Donc, on a laissé faire un petit peu ce laboratoire. Et donc, du coup, on peut retrouver effectivement chaque match, the match of the day, on va dire, le gros match de LBE sur Sport en France et les autres sur les réseaux sociaux de chaque club qui reçoit. Mais il faut qu'on aille plus loin parce qu'aujourd'hui, là, on parle à des gens qui seraient déjà intéressés par le sport, sur la chaîne Sport en France, ou bien par le club pour faire la démarche d'aller sur leur propre réseau. Là où il faudrait qu'on arrive, et ce serait presque gagné, c'est qu'on soit dans une grille et que quelqu'un qui tout simplement n'a pas la démarche d'aller sur ce réseau ou d'aller sur Sport en France pourrait le tomber en zappant sur sa télé. Donc, il faudrait qu'on arrive à être sur ce canal TNT finalement. Mais ça, on essaie de travailler. En tout cas, on est en train de travailler avec France 3 pour passer du numérique à la télé. Donc, c'est ça, en fait, la difficulté. C'est est-ce qu'on doit faire tout digital ou est-ce qu'on doit revenir aux anciennes méthodes? Voilà. Il y a un peu des deux, je pense. D'accord. Et quel est l'enjeu aujourd'hui de la marque? Parce que quand on parle de certains sports, certains clubs sont devenus des marques à part entière. Donc, je sais aussi que ça fait partie des travaux que vous avez, de créer aussi une identité visuelle, une marque. Pour vous, ça joue aussi à faire attirer ces médias et les sponsors? Bien sûr, il faut qu'on crée une marque pour que ça parle. Aujourd'hui, je pense que le produit équipe de France masculine et féminine sur le handball est en train de bien implanter sa marque. À nous derrière d'implanter notre marque et notre championnat. Les garçons sont très en train de bien le faire. Le basket l'a fait également. Alors, on ne parle pas de rugby et du foot, bien évidemment, qui, eux, sont ancrés avec des marques comme le PSG ou l'OL ou même l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à terme, si on rêve et qu'on est naïf, rien que le fait de parler soit de la LBE, soit de la LFH, soit d'un club féminin donne tout de suite envie d'aller regarder le match, d'acheter, de consommer. Voilà. Donc, on est en train effectivement de développer ce territoire de marque et de travailler là-dessus, mais ça prend du temps parce que faut quand même se le dire, le féminin attire moins que le masculin. Vend moins. Et moins vendeur. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les clés, mais en tout cas, face aux garçons, on a un gros retard. Voilà, on est encore des petites niches, le sport féminin. On doit se battre pour exister. Merci. On va donner la parole à une sportive. Bonjour, je m'appelle Charlotte Lembar, j'ai 33 ans, je suis escrimeuse, je pratique le sabre et je suis actuellement en préparation pour
pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je suis notamment championne du monde en 2018 et multimédaillée mondiale et européenne. Alors pour moi, la médiatisation du sport et du sport féminin, et plus particulièrement amateur, est très très importante. Car en effet, pour ma part, on ne brille qu'une seule fois. Enfin, on est vraiment mis en valeur qu'une seule fois tous les 4 ans, lors des Jeux Olympiques. Et c'est comme si c'était une pression en plus à gérer, de devoir réussir et d'espérer qu'on parle de notre sport, de notre détermination, de notre volonté, de notre motivation, de notre dépassement de soi et enfin de notre histoire. Et pour moi, toutes les histoires sont belles à raconter, qu'importe d'où l'on vient, qu'importe le sport qu'on pratique. Il est vraiment impératif de parler de chaque histoire. Donc, merci. Justement, quand on dit ça, que tous les sports sont importants et tout le monde doit avoir une histoire, je vais donner la parole à Majdaline. Aujourd'hui, 5 ans déjà que fête le magazine Les Sportives. Pourquoi un média dédié au féminin a été nécessaire et où on en est aujourd'hui, après 5 ans? Effectivement, donc Les Sportives a été créé il y a 5 ans par Aurélie Bresson, qui, elle, a fait beaucoup de gymnastique et était de manière privée amie avec beaucoup de sportives et notamment des handballeuses. Et elle se rendait bien compte qu'en fait, les sportives n'avaient jamais leur place dans les médias ou très, très peu. Et donc, elle a décidé de créer un média qui soit réservé aux sportifs pour pouvoir enfin les mettre en lumière, en parler, questionner le sport au féminin dans son ensemble. Et ça a été un peu un combat, un vrai combat, un chemin de croix pour elle. Aucune banque n'a voulu lui prêter de l'argent, donc elle a investi en fonds propres, etc. Et puis 5 ans plus tard, le magazine est toujours là. Moi, j'ai la chance de travailler pour ce magazine depuis ses tout débuts, depuis le numéro 1. J'ai écrit la rubrique dossier, donc j'ai écrit des articles, de longs articles sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes ou très peu de femmes coachs, dirigeantes, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de femmes quand on passe devant un skatepark, pourquoi est-ce que, enfin voilà, la condition des femmes journalistes de sport. J'écris des articles très différents et je voudrais rebondir tout de suite sur ce que vient de dire l'escrimeuse, Charlotte. Elle dit toutes les histoires sont bonnes à raconter et je pense que ça va aussi dans le sens de ce que disait Vanessa. En fait, on manque, et c'est peut-être aussi pour ça que le sport au féminin, pour l'instant, n'attire pas assez. On manque d'histoires sur les sportives. En fait, il y a tout un récit autour de Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic et d'autres sportifs, de Teddy Riner, etc. On sait, on connaît leur vie, on connaît leur passion, on sait ce à quoi ils peuvent être sensibles, etc. Bref. Et ça, pour les sportives, en fait, on en sait très peu, que ce soit sur la partie privée, mais qui n'intéresse pas forcément, mais aussi sur, voilà, sur le personnage en tant que tel. Et donc ça, c'est parce qu'il y a un manque d'histoire. Et donc, les sportives, le magazine, ils participent à ça, ils participent à faire en sorte que on puisse bien se rendre compte qu'il y a les athlètes féminines, mais d'ailleurs pas que les athlètes, hein, les sportives aussi du dimanche, mais il y en a partout autour de nous. Et en fait, il y a énormément de femmes qui font du sport, mais elles vont pas le faire de la même manière que les hommes. Il y a énormément d'athlètes féminines de haut niveau, mais qui n'ont pas effectivement la reconnaissance, les sponsors, etc., qui vont bien souvent à cause de cette médiatisation, parce que je crois que c'est important d'avoir des chiffres et de parler des chiffres en tout cas. Et du coup, en 2014, la médiatisation des féminines était équivalente à 7% des retransmissions télévisuelles. Aujourd'hui, on est autour de 18%. Donc, c'est bien, on a plus que doublé en 7 ans. Et dans le même temps, on part de tellement rien que 18%, en fait, c'est vraiment pas énorme. Mais il y a eu un moment où on disait aux sportives gagner des médailles. Et puis Vanessa le sait bien. Quand les filles sont championnes du monde et championnes d'Europe, c'est à ce moment-là que BeIN décide d'arrêter de les retransmettre, d'arrêter de retransmettre le championnat. Donc, c'est pas qu'une question de résultats, c'est aussi là, il faut regarder du côté de l'histoire du sport. À quel point est-ce que c'est un milieu d'hommes créé par les hommes, pour les hommes, et donc il faut se battre en permanence pour faire en sorte de pouvoir exister. Et il y a plein de bons exemples qui montrent que quand on le médiatise, ce sport au féminin, il est tout à fait
reconnus. L'équipe MAG qui fait un numéro spécial sur les seins, en fait, tout le monde en a entendu parler. Parce que c'était un super numéro, parce que c'est un sujet qui est très peu abordé, etc. Et parce que les photos sont belles, parce que les journalistes ont bien fait leur travail, etc. Bref, il y en a plein d'autres, des exemples comme ça qui montrent que quand on s'y intéresse, évidemment qu'il y a des histoires, il y a des choses intéressantes à raconter. Mais encore faut-il y croire à la base. Tout à fait. Et par exemple, en sujet médiatisé où j'ai eu le sentiment qu'on en a parlé beaucoup, c'est l'arrivée de la convention, le changement de la convention collective pour les joueuses dans le handball, qui a été donc très médiatisé, donc qui s'appelle Diane. Est-ce que Vanessa, et Medjaline voulaient en parler? Parce que je crois qu'on en a parlé beaucoup. Je vais peut-être laisser d'abord la parole à Vanessa sur le sujet, parce que ça la concerne un peu plus. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois. Voilà, ça c'est important parce que du coup, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Alors, on ne s'en rend pas compte, mais je pense qu'on ne s'en rend pas compte comme on ne s'en rend pas compte à l'époque quand il y a eu les premiers congés payés, il y a eu le droit de vote des femmes, il y a eu l'arrêt de la peine de mort. Enfin, voilà, je vais très loin, mais c'est pour vous dire que c'est quand même la reconnaissance ultime de cette profession de sportive avec tout ce que ça peut amener avec. Alors aujourd'hui, pour résumer, grosso modo, il y a trois énormes avancées. La première avancée, c'est sur la maternité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on était une femme qui travaillait dans une entreprise lambda qui ne dépendait pas du sport ou d'un club, on pouvait être tranquille. Et bravo, bravo, je ne devrais même pas dire bravo, c'est une normalité, on devrait être tranquille à peu près sur les congés grossesse, etc. Aujourd'hui, lorsque l'on décidait d'être maman dans le handball, c'était compliqué parce qu'on se retrouvait dans une situation précaire. Alors, il faut savoir aussi que le handball, tout comme le fait d'être en CDD, il n'y a pas que le handball, il y a d'une manière générale, lorsqu'on est en CDD, c'est quelque chose de précaire. Mais aujourd'hui, ça apporte pendant 1 an d'avoir la possibilité de garder son salaire. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît aussi un des droits fondamentaux, d'être une maman et de pouvoir du coup continuer à faire maman et sa carrière. Il y a aussi le nombre de congés payés, donc ça aussi c'est très intéressant, et aussi sur les grosses blessures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était dans des situations un peu bancales avec des joueuses qui pouvaient se blesser, on va dire un accident du genou par exemple, qui étaient en fin de contrat et qui se retrouvaient avec rien. Là, pendant 1 an, elles vont pouvoir aussi bénéficier de leur salaire. Donc, c'est une vraie belle avancée. C'est aussi tout simplement dire et crier haut et fort que oui, nous sommes des femmes et oui, il y a des spécificités à être des femmes. C'est trop simple de vouloir dire non, il n'y a pas de spécificité, vous êtes une femme, mais vous devez être un homme. On ne cherche pas à être un homme. L'égalité, ce n'est pas ça, c'est être une femme dans l'ensemble de ces choses. Donc, c'est une vraie avancée sociale. Il faut savoir que ça a mis du temps quand même. Je crois qu'on est 13 ans en retard des garçons, mais en tout cas, c'est la première fois dans le sport et on est inspiré parce qu'aujourd'hui, le basket, le volley sont en train de nous regarder, de vouloir continuer le combat et de faire. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est formidable. En plus, ça s'est mis en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'écosystème du handball féminin professionnel, on a donc la Ligue qui dépend de la Fédération française de handball. On n'est pas autonome, on est affilié, même si on est un petit peu indépendante. On a le CETMaster, qui est le syndicat des entraîneuses et des entraîneurs. On a l'UCPHF, qui est le syndicat des présidentes et des présidents. Et on a la JPH, qui est l'association des joueuses et joueurs professionnels. Donc, ces 3 parties, ces 3 partenaires professionnels, en tout cas, ont trouvé un terrain d'entente. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé un terrain d'entente entre celui qui paye les présidents des clubs avec celui qui coach les entraîneuses et les entraîneurs et les joueuses. Et également l'institution, on s'est tous mis autour de valeurs sociales qui aujourd'hui sont une énorme avancée, mais si l'on regarde par rapport à la société, enfin, voilà. Donc, et ça a été effectivement très médiatisé parce que c'est une première. Et aussi, ça a témoigné aussi du fait que lorsque on se met tous autour d'une table et qu'on croit vraiment aux choses, on arrive à faire bouger les choses et on arrive aussi à intéresser
à intéresser le public, les médias, etc. Donc, il faut qu'on continue, mais c'est aussi, alors certes, c'est magnifique ces accords, mais ça nous donne aussi de l'espoir sur la médiatisation qu'on pourrait avoir derrière. Et j'espère que cette belle médiatisation ne va pas s'arrêter juste parce que c'était des droits sociaux. Derrière, il faut aller plus loin. Et une fois qu'on a médiatisé ces droits sociaux, il faut aller s'intéresser aux histoires derrière. Alors, c'est ce que se disait Mejdaline. On a plein d'histoires qui ne sont pas du tout clichés en plus, plein d'histoires autour de ces filles, une histoire sportive, mais des histoires humaines. Et on n'est pas en train de dire « Oh là là, c'est dur d'être à la fois une femme, parce que je suis une femme, je suis une maman, etc. » Non, il y a plein, ça, il faut arrêter avec ces histoires-là. Il y a plein d'histoires autour voilà, qu'on va devoir créer. Et on espère que justement d'avoir mis un gros coup de lumière en disant « Eh oh, on est là, on avance. Regardez aussi toutes les belles autres choses qu'on fait. » Donc, c'est sublime. C'est pour terminer, c'est sublime ces accords, mais ouf, heureusement quoi. Donc à un moment donné, on ne s'arrête pas là quoi. Voilà. Très bien, mais tout est dit, je pense, et merci. Justement, là, on parle donc des sportifs, mais aussi quelle est finalement la part des journalistes sportives qui ont envie de parler du sport. Aujourd'hui, finalement, qui parle du sport dans les magazines qu'on lit, dans les médias. Je laisse la parole à Mejdaline pour nous parler, je pense, du collectif Femmes journalistes du sport. Oui, effectivement, en fait, moi, je fais ce métier depuis 8 ans et je le fais parce que pas parce qu'il y avait des journalistes dans ma famille ou parce que j'ai eu des modèles. La question du webinaire, c'est pourquoi est-ce que c'est si important que ça, la médiatisation? Évidemment, le fait que de pouvoir créer des modèles, c'est inspirant pour les jeunes filles, c'est très important. Moi, dans ma chambre de petite fille, il y avait des posters de Zidane, mais par contre, il n'y avait pas de nana qui faisait du sport parce qu'à l'époque, franchement, il n'y en avait pas beaucoup, ni dans le foot, ni dans le hand, qui sont peut-être les deux sports que je préférais. Gavin. Et du coup, donc moi, je fais ce métier depuis 8 ans et au fur et à mesure de l'exercice de ce métier, je me suis bien rendu compte que j'étais souvent seule ou on était très peu nombreuses dans les zones mixtes, dans les tribunes presse, etc. Et puis l'idée a fait son chemin. À plusieurs reprises, alors j'ai rien subi de terrible, mais à plusieurs reprises, que ce soit des collègues ou des entraîneurs, ont eu des comportements ou des propos qui n'étaient absolument pas corrects à mon égard, qui voulaient instituer une relation intime, etc. Là où, en fait, on est juste en train de bosser, quoi. Et donc, j'ai bien compris assez vite quand je suis arrivée dans ce milieu qu'il y avait une sorte de sexisme latent. Et puis, il y a quelques mois, j'ai adhéré à l'association Prenons la Une qui lutte pour faire en sorte que les femmes soient davantage respectées dans les rédactions, mais aussi dans les sujets, dans les différents médias. Et j'ai rencontré Laurie Delostal qui a très vite entendu mon discours, qui était d'accord. Et en fait, on s'est dit, on a besoin de créer une association spécifique à ça parce que les chiffres, pareil, sont toujours assez affligeants. Aujourd'hui, on serait à peu près 300 femmes journalistes de sport sur 3000. Donc, on représenterait à peu près 10% de l'effectif. Et en janvier, le CSA a publié le chiffre de 13% de temps de parole des femmes sur le sport. Ce qui évidemment est absolument rien du tout. Donc, on voit bien que, pareil, il faut regarder du côté de l'histoire, que les femmes qui parlent de sport, c'est encore très, très minoritaire. Et évidemment, il y a eu cet éclairage tout récemment avec le documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Tout le monde en a entendu parler, aussi parce que Canal+ a fait le très mauvais choix de couper Pierre Ménez et je pense que en fait, s'ils n'avaient pas fait ça, peut-être que le documentaire aurait moins fait parler de lui. Mais enfin bref. Et donc, en fait, on se rend bien compte que le sexisme dans les rédactions est vraiment très important. Nous, on a fait signer une tribune à 150 de nos consoeurs. Ça n'a pas été très dur de les convaincre de signer pour faire état de la situation, dire on en a marre de subir du sexisme dans les rédactions sportives. On veut que ça change. On veut se compter. On veut être, parce qu'on pense qu'on est plus nombreuses que ça. On veut savoir si dans 5 ans, dans 10 ans, on aura vraiment amélioré les choses. Parce qu'il y a 1 an, il y avait déjà Tiffany N, Clémentine Sarlat et Andrea Decodin qui avaient pris la parole pour dénoncer tout ça, mais ça n'avait pas amené beaucoup de changements.
Donc voilà, donc on a créé un collectif avec d'autres consoeurs, donc avec Laurie Delostal, Christelle Bonnet, Tiffany Hen, Sarah Saadi Garcia et Sarah Genoun. On est à l'origine de tout ça et on est quasiment là à 150 adhérentes également. On va faire nos premières réunions la semaine prochaine et l'idée, c'est de changer les choses, quoi. C'est de faire en sorte qu'on soit plus nombreuses dans les rédactions, de faire en sorte qu'on soit plus nombreuses à des postes de direction dans les médias pour faire en sorte que et bien qu'on puisse travailler nous tranquillement et puis aussi qu'on puisse peut-être mieux couvrir le sport au féminin parce que évidemment, alors toutes les femmes ne sont pas des grandes féministes, hein, c'est pas parce qu'il y aura des femmes que tout d'un coup on se mettra à parler du sport au féminin, mais il n'empêche que on a forcément, je pense, enfin pour beaucoup d'entre nous, on a quand même un œil là-dessus et on parlerait probablement pas des femmes comme des hommes parfois peuvent se permettre de parler des athlètes féminines. Je pense évidemment à Philippe Candeloro, mais il y en a plein d'autres qui ont dit des choses complètement folles à propos des athlètes féminines en se concentrant beaucoup sur leur corps, leur esthétique, etc., au lieu de parler de la performance. J'imagine que si ça avait été des femmes qui couvraient ces événements sportifs-là, ça n'aurait pas été le cas. Et puis ce qu'on veut changer aussi, c'est le fait de pouvoir faire tous les métiers dans le journalisme sportif, parce qu'aujourd'hui, des femmes, par exemple, aux commentaires, qui amènent des commentaires techniques, surtout quand on n'est pas une ancienne sportive de haut niveau, il n'y en a quasiment pas. Il y a Fanny Lechevestrier sur Radio France, il y en a quelques-unes, hein, mais c'est vraiment des perles rares, quoi. Parce qu'en fait, on n'a pas l'idée de penser qu'une femme peut avoir tout compris à la tactique, à la technique, et donc peut être capable de commenter un match. On ne se pose même pas la question avec les garçons. Mais avec les filles, il y a ce soupçon d'illégitimité qui pèse. Et nous, on veut changer ça. Mais je te rejoins juste pour dire ça, parce que pour le vivre de l'intérieur depuis 15 ans et d'avoir été dans le handball masculin, dans le handball masculin 15 ans. Donc, aujourd'hui, il y a une illégitimité d'être une femme déjà dans un milieu d'hommes, mais je pense qu'il y a aussi presque une illégitimité. Enfin, on n'est pas légitime, pardon, d'être sportive à la base. Le sport, c'est réservé aux garçons. Donc, imaginez bien qu'une femme qui va parler du sport, c'est bien pour les filles. Mais alors, si jamais c'est une femme qui parle du sport chez les hommes, c'est bien quand elle écrit un peu l'histoire. Car alors, voilà, tu parlais d'Mbappé, ton histoire, quand tu la racontes. Mais quand même, Mejda, tu vas quand même pas nous expliquer et nous retranscrire ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, Oui. c'est fou. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles sont liées à… Si tu n'as pas été ancienne handballeuse, alors on va prendre le handball, hein, ancienne handballeuse professionnelle, mais tu ne peux pas parler. Moi, il y a plein de fois où elle est mignonne, mais elle ne va pas parler handball, Vanessa. Elle va parler communication, elle va parler marketing, elle va parler des choses, voilà. Mais tu ne vas quand même pas parler du masculin, tu es une femme. Donc aussi, je pense qu'il y a aussi elles doivent aussi se battre, toutes ces journalistes, pour pouvoir exister dans le monde masculin. Ou alors, on est bien pour commenter, on est bien pour passer la parole et poser des petites questions. Et puis surtout pour présenter des émissions, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir une femme qui est mignonne et qui présente les émissions. Donc, on est vraiment dans tous ces clichés-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est déjà pas normal d'être une femme sportive. Alors, vous imaginez derrière une journaliste qui va parler du sport et qui va parler technique. Voilà, on est déjà dans ce monde où ne peuvent parler technique et tactique que les tacticiens et les techniciens. Donc, vous voyez dans quel monde on vit. Et déjà, ce n'est pas normal qu'une femme fasse du sport. Alors, vous imaginez, ce n'est pas normal qu'une femme fasse du sport collectif. On ne parle pas du même sport, on parle du handball et du handball. Voilà, c'était ça. Là, on travaille pour que ce soit autre chose. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et c'est pour ça que nous aussi, à la Ligue, alors nous, on a la chance de travailler avec un homme et avec des femmes qui relatent sur ce qui se passe. Mais on a l'impression qu'effectivement, parfois, on est obligé de lutter parce que les femmes qui parlent du sport, ça doit être forcément une femme. Mais pourquoi c'est forcément une femme ? Je suis désolée de dire parce qu'elles comprennent mieux les femmes, en fait. Donc nous, on a aussi fait le pari de se dire que, justement, pour mettre en avant toutes ces histoires de femmes, il faut aussi comprendre ce qu'est une femme. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est très fiers du partenariat avec les sportives, parce qu'on sait qu'elles nous comprennent et qu'elles se battent en même temps que nous. Voilà. Donc, nous, on soutient entièrement et on est entièrement d'accord avec tout ça. Et on essaie de se soutenir en groupe. Voilà. Et on part de loin, hein. On part de loin, voyons. On part de loin, mais Mejda et moi,
On est de la même génération, on a connu tout ensemble. Donc, ce qu'elle dit, forcément, je l'approuve. Vous imaginez que ce qu'elle vit, elle, moi, en tant que… Ah non, pardon, je n'ai pas fait du handball professionnel. Et je dirige une ligue féminine. Oui, d'accord. En ayant passé par les garçons, mais en n'ayant pas passé sur le terrain. Donc, en fait, je ne sais pas de quoi je parle. Je peux parler un petit peu de com, de market, mais surtout pas parler d'une structuration sportive ou autre chose. Puis surtout pas, on ne va pas me demander mon avis. Et ben pourtant, on me demande mon avis, je le donne. Et comme Méjaline, on est capable aussi d'analyser un match de la même manière qu'un homme, de la même manière qu'un handballeur, avec une autre sensibilité, bien évidemment. Mais on est capable de parler de ça. On ne parlera pas que des règles des femmes. On est aussi capable de parler d'une défense 6-0, 5-1 ou 8-9. Je fais exprès de dire 8-9. Ça n'existe pas. Enfin, pas maintenant. Demain. Merci. C'est passionnant et je vous remercie de mettre votre cœur dans ces réponses et puis les experts sont ravis, on a des retours positifs de ce que vous dites. Parce que c'est nos copains. C'est ça, c'est bien, vous avez bien fait, vous avez invité tous vos copains. Et donc, je propose de passer la parole à une sportive et qui justement fait le lien avec tout ce que vous avez dit, donc c'est assez intéressant. On continue. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Melvin, j'ai 23 ans et je suis joueuse professionnelle de handball. Il y a 1 an et demi, j'ai créé un podcast qui s'appelle Hand Papers, dans lequel je reçois des handballeuses, mais aussi des experts et des expertes, des personnes qui font l'écosystème du sport. Au départ, ma vision, c'était vraiment de répondre à mes questions, celles auxquelles je n'avais pas eu de réponse quand j'étais plus jeune. Et je trouvais ça génial de créer un espace où finalement, ce que j'ai vécu pourrait servir à quelqu'un d'autre qui va vivre quelque chose qui y ressemble. Et au fil des mois, je me suis dit que je pourrais carrément créer un espace de partage un peu plus global, pas juste très terre à terre sur comment négocier un contrat, qu'est-ce que c'est qu'un agent dans le sport, mais aussi un espace sur, je sais pas, l'accueil des émotions pour la performance par exemple. Parce que finalement, l'accueil des émotions, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très commun dans notre société, ou en tout cas qui est pas très… alors qui est un peu à la mode aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément très valorisé. Alors qu'au fond, je pense que les personnes qui pensent pouvoir faire sans leurs émotions se trompent. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Et en fait, j'adore maintenant traiter de ces sujets-là avec des personnes expertes et des personnes ressources. Donc j'ai reçu Lika Sarr sur cette question des émotions par exemple, qui est accompagnatrice jeune enfance et qui accompagne des parents. J'ai aussi reçu Béatrice Barbus pour parler de sociologie, de sexisme dans le sport, avec une approche vraiment très sociologique et donc très enrichissante sur ce sujet. Et puis surtout, je reçois des joueuses qui me partagent leur philosophie de vie. Comment est-ce qu'elles jonglent tous les jours avec cette idée de profiter de l'instant présent? Comment est-ce qu'elles vivent de leur propre passion et qu'elles choisissent leurs propres rêves, indépendamment de ce qu'elles croient que les gens vont penser? Parce que finalement, elles sont libres. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager ces parcours-là, des parcours de personnes qui sont libres, qui se sentent libres de vivre telles qu'elles ont envie et qui surtout prennent la responsabilité, en fait, de leur bonheur et de leur bien-être. Parce que c'est ce qui m'inspire le plus. Donc voilà, merci beaucoup de participer à cet échange et de créer cet espace de sororité, parce que c'est un peu aussi l'esprit de mon podcast, d'avoir un espace où… on a cette solidarité entre sœurs parce qu'on vit la même chose. C'est pas la guerre, au contraire, c'est que de l'amour. Donc voilà, merci à vous. Donc c'est intéressant effectivement l'approche de Melvin, parce qu'aujourd'hui c'est une sportive, elle joue encore dans le club de Metz et elle se donne la parole à elle-même en créant ce podcast pour pouvoir aussi partager ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit, alors que peut-être que des médias ne lui donneraient peut-être pas la parole et cet instant-là. Donc je trouve intéressant son témoignage et de partager avec vous aujourd'hui, sachant que je crois qu'elle fait quelques chroniques pour les sportives. Voilà, donc elle a réussi à commencer à se faire connaître aussi sur ces sujets-là. Et donc je trouve que ça fait une belle introduction avec Marie, parce que Melvin, c'est de l'écrit, c'est du visuel, avec des podcasts vidéo, mais aussi audio. Donc Marie, comment êtes-vous arrivée parce qu'à la base, on en parlait tout à l'heure, vous n'êtes pas sportive de haut niveau. Et aujourd'hui, vous êtes une femme passionnée par le sport qui a envie de donner la parole et de réaliser des beaux documentaires pour les autres, des femmes. Donc,
Racontez-nous le passage. Bah, moi déjà, je suis passionnée de sport depuis toute petite parce que j'ai plein de, comment dirais-je, dans ma famille, on est une famille de sportifs, donc c'est beaucoup du hand. J'ai fait du hand aussi d'ailleurs, en passant jamais en professionnel ou à haut niveau, hein, en départemental seulement, et voilà. Et le cyclisme, en plus, voilà, je passais toutes mes vacances scolaires à la ferme de mes grands-parents en Bretagne. Et nous, c'était beaucoup le cyclisme. On regardait tout le temps le Tour de France. On regardait aussi les Jeux Olympiques. Et effectivement, le seul endroit où je trouvais, où je découpais des articles sur les sportifs, c'était dans Ouest France. Parce que Ouest France, il parlait beaucoup de sportifs. Parce qu'effectivement, tout ce qui est presse régionale, locale, on parle des sportifs. Et d'ailleurs, c'est dans ces presses-là que la télé aussi cherche ces sujets. Hein. Donc voilà. Donc moi, ma passion, elle naît de tout ça. J'ai même fait des cours d'arbitrage en football à l'UNCATEF. Où je me retrouvais avec 80 autres hommes qui suivaient des cours et dès que je prenais la parole, on se moquait de moi. Donc, j'ai vite abandonné. Voilà. Donc, j'ai été… Alors, vraiment, je me suis aperçue qu'effectivement, parce qu'on découvre en fait ce milieu. Parce que quand on est habitué à pas voir de sport féminin à la télé, en fait, on s'en étonne pas bizarrement. Quand on est plus jeune, en tous les cas, c'est ancré. On trouve ça normal. On ne sait pas pourquoi c'est normal, mais en tous les cas, voilà, le fait de pas en voir, voilà. Et effectivement, au fur et à mesure, moi, j'ai rencontré Femix justement au début, en 2013, grâce à Laura Flessel, qui m'a dit qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc, c'était les 24 heures du sport féminin. Et c'est vrai que je me suis posé des questions. J'ai dit oui, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup du sport féminin à la télé. Et du coup, je suis rentrée dans ce milieu-là. On m'a appelé pour piloter plusieurs expositions, notamment à l'UNSS, sur les sportives. Voilà. L'importance d'un rôle modèle, justement, pour les jeunes filles qui peuvent s'identifier. Le fait qu'il n'y ait pas de, comme il n'y a pas de rôle modèle, les petites filles s'inscrivent toujours au même sport, ou même les parents sont aussi conditionnés à dire non, tu vas pas t'inscrire au football parce que c'est pas un sport pour les filles, et puis tu vas te faire mal parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a les parents. Donc c'est des problèmes qui sont à tout niveau. Et dans la cour de récré aussi, une petite fille qui veut jouer au ballon, moi je le vois avec mes petites nièces, quand elles veulent jouer au ballon, on veut pas la faire jouer parce que c'est une fille. Et puis bon, les animateurs qui sont dans la cour, ils laissent faire cette différence. Donc il y a un moment où voilà, le problème il est à tout niveau. Et effectivement, quand moi j'ai proposé par exemple mon documentaire, quand on a cherché des diffuseurs, on vous répond oui, on veut bien vous le diffuser, mais c'est gratos parce qu'on parle de sport féminin, ou peut-être parce que je suis une femme, je sais pas. En tous les cas, je pense que c'est plutôt parce que c'est du sport féminin avant tout. Mais c'est quand même assez violent, quoi. Ça veut dire que moi, ça fait plusieurs mois que je travaille sur un sujet, justement parce que j'y crois, parce que je trouve pas ça normal, parce que je trouve pas que c'est des inégalités. Et vous faites quand même ce sujet, et au final, on vous répond ça que finalement, on ne va pas vous payer parce que ça n'intéresse pas. Les chiffres, comme on dit, l'audience, on voit bien que ça intéresse les gens. Quand on voit l'audience des finales du handball, et même que les stades remplis, en tous les cas, même je me rappelle quand c'était l'EHF 2018, je crois, à Bercy, où c'était plein à craquer, il y avait de la famille, ça criait dans tous les sens, ça me donne des frissons rien que d'y penser. C'est qu'il y a vraiment un intérêt pour le sport féminin. Donc, de voir que finalement, quand vous, journaliste, réalisatrice, vous voulez parler du sport féminin et qu'on vous met des bâtons dans les roues, après, voilà, c'est compliqué. Et comme le dit Medjanine, voilà, effectivement, déjà, il y a beaucoup de rédac chefs, c'est des mecs, surtout dans le sport. Donc, pour laisser la place à une femme, c'est un peu un problème de société. Hein. C'est comme dans tout niveau. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes entre hommes, vous avez l'habitude d'être entre hommes. Moi, je ne veux pas dire que c'est un milieu de beauf, mais même si je le pense à certains niveaux, pas tous les sports, parce que le handball, c'est quand même une fédération qui est quand même exemplaire comparée à d'autres. Mais je peux vous dire, quand vous allez dans certaines fédérations, ou même moi, j'ai participé à des projections, ce que vous entendez comme commentaire, pour moi, c'est du beauf. Hein, donc, et c'est violent, quoi. C'est très violent, quoi. Donc, parce que vous êtes obligé de vous justifier pourquoi le sport féminin il intéresse, que
que finalement le sport féminin peut être aussi technique. Moi, j'entends des vertes et pas mûres. Alors j'en rigole, hein, je ne vais pas m'en offusquer, mais je le note dans ma tête. Donc voilà, donc quand vous avez ça, effectivement, vous vous dites qu'on revient de loin. Donc quand on voit qu'effectivement on arrive à peu près à 20% de retransmission aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même une évolution, et tant mieux. Les anciennes générations, justement, de toute façon, on le voit, hein, la libération de la parole a fait qu'il y a certaines fédérations qui sont passées justement avec plus ou même des présidentes, on va dire, comme le sport de glace, etc. Mais on parle des médias, on parle des journalistes, on parle des sportifs, mais aussi il y a le rôle des fédérations, hein. Je veux dire, quand vous avez dans votre comité directeur que des hommes, je ne sais pas s'ils ont vraiment un intérêt à se soucier du sport féminin, quoi. Donc, il y a aussi cet accompagnement. Et pour pouvoir effectivement organiser on le voyait avec le baseball, par exemple, il y a encore 2-3 ans, ils n'avaient pas d'équipe de France de baseball féminine parce qu'il n'y avait pas assez de filles qui faisaient du baseball, parce que personne n'en entend parler. Donc, et que les filles, quand on leur demandait, quand elles disaient, moi, j'aimerais bien passer en haut niveau après 18 ans et faire du baseball en professionnel, on vous répond, non, passe plutôt au softball, parce que softball, c'est quand même un peu plus fait pour les filles. Et du coup, on perdait ces championnes parce qu'elles allaient aux États-Unis s'entraîner, parce qu'elles ne pouvaient pas le faire en France. Donc voilà, donc maintenant ils ont une équipe de France, donc on voit qu'il y a des évolutions. La Fédé, on va pas, je suis pas là pour citer des noms ou critiquer, mais il y a encore des efforts à faire. Et les femmes qui sont justement, qui se battent justement pour avoir moi je pense à Myriam Romero en tous les cas, entre autres, elles se battent coûte que coûte, et parce que voilà, il y a comment dirais-je, il y a une pensée, quoi. Il y a une technique machiste, en fait. C'est une habitude machiste. Voilà. Donc, il faut se confronter à ça. Et pour ça, effectivement, il faut qu'il y ait des femmes qui s'engagent au comité directeur, même en étant coach. Voilà, il faut qu'il y ait plus de femmes. Et on a aussi besoin des hommes, parce heureusement qu'il n'y a pas que des beaufs, entre guillemets. Heureusement qu'il y a plein d'hommes qui sont très intelligents et qui ont compris que nous, on n'est pas là pour prendre leur place. On est juste là pour avancer vers un objectif commun. Voilà. Merci. Et effectivement, dans le reportage, le documentaire que vous avez réalisé, c'est ce qui est mis en avant. Donc, vous avez réussi dans ce documentaire à mettre de la mixité. Donc, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que c'était facile de trouver des hommes qui avaient envie de soutenir ces femmes ? Mais bien entendu, il y en a plein d'hommes qui justement qui adorent le sport féminin, qui œuvrent. D'ailleurs, le producteur du film, Patrick Chevalier, est un défenseur de la cause féminine dans le sport. Mais il y en a plein des hommes qui sont justement offusqués comment dirais-je, de ce machisme de base qui perdure. Mais heureusement qu'il y en a, heureusement, et ça change, parce que même la nouvelle génération, moi je mise quand même sur la nouvelle génération, c'est que déjà ils ont ils ont une autre image de la femme. Déjà la femme, je veux dire, quand vous parlez de la femme citoyenne il y a encore 30-40 ans, on n'avait quand même pas le droit à grand chose, hein. Donc forcément le sport, ça fait partie, à la base on sait très bien que le sport c'était réservé à une élite. Donc, une élite, alors après, ça a arrivé, c'était plus populaire. Donc, forcément, dans la sociologie, c'est une activité qui fait qu'il y a encore beaucoup de machisme et qu'elle est un peu, il y a encore du chemin à faire. Mais ça, c'est normal, tout ça. Mais il y a un moment où, comme Béatrice Barbus, moi, je pense qu'on est tous un peu fans, hein, de Béatrice Barbus, c'est qu'effectivement, elle le dit, faut y aller, faut pas attendre qu'on nous laisse la parole ou qu'on veuille bien nous la donner, parce que si on attend, forcément, on n'est pas près de l'avoir, hein. Effectivement, bravo. Il y a 2 questions dans le chat. Alors, il y en a une, pour ou contre les quotas de femmes journalistes à l'antenne pour bousculer la mixité. Donc, vos avis, mesdames. Nous, je sais que je pense que c'est forcément une question qu'on va se poser avec le collectif des femmes journalistes de sport. Pour l'instant, on en est tellement au début de l'association que je vais donner mon avis. Je ne vais pas donner l'avis de l'association, hein, puisqu'on ne s'est pas encore positionné là-dessus.
A priori, je pense que les quotas, c'est quelque chose sur lequel personne n'a envie d'en passer par des quotas. Je pense dans n'importe quel métier, dans n'importe quel milieu, en fait, les quotas, voilà, je pense que, et surtout il y a quelques années, on se disait on ne va pas passer par des quotas, on ne va pas passer par des quotas. Et justement, là, on parlait avant de la présence des femmes dans les directions des fédérations et de tous ces hommes qui sont installés depuis très longtemps. Le dernier numéro des Sportifs parle justement de ça, du faible taux de femmes à la direction des fédérations. Et en fait, il y a une partie du problème qui a commencé un peu, je mets des guillemets, à être réglée avec justement une loi sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes qui a eu lieu depuis 2014 et donc il y a un progrès qui a été fait dans les comités directeurs, etc. Ça a augmenté et aujourd'hui les femmes représentent 37%, je crois, dans les comités. Mais on reste très 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 loin au niveau de la présidence des fédérations. Sur les 36 fédérations olympiques, il y a seulement 2 femmes qui sont présidentes. Mais on voit bien que les fédérations sportives n'ont pas été totalement bouleversées par ces quotas. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour répondre à la question, s'il faut passer par des quotas pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, bah oui, je crois qu'il va falloir passer par ça. Si on laisse les choses faire, on se rend compte qu'on est complètement invisibilisé, qu'on n'est pas embauché, tout simplement. Les chefs dans les rédactions, ils répètent régulièrement qu'ils ne prennent pas de femmes dans leur service des sports parce qu'elles ne postulent pas, parce qu'il n'y en a pas. Et en fait, quand on parle avec des journalistes de sport, elles disent moi j'ai postulé là, et on ne m'a pas répondu. On ne leur répond même pas aux mails. Et en fait, il y a une telle habitude. Je pense que vous aimez le sport. Si vous regardez ce webinaire, vous avez dû regarder le match PSG Bayern hier à la mi-temps. Il y a 5 mecs pour en parler sur le plateau. Et là, à ce moment-là, personne ne se pose la question de c'est une réunion non mixte, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au moins une femme? Et en fait, c'est ça le sport aujourd'hui, et particulièrement le sport à la télé. Donc, oui, je crois que s'il faut passer par des quotas, moi, je ne verrai plus d'objection. Là où peut-être je me disais il y a quelques années, un an, on va faire autrement. Là, on se rend compte que quand on laisse faire les choses, ça ne va pas bien, quoi. Et Marie, aujourd'hui, justement, vous avez mis dans votre reportage, dans votre documentaire, beaucoup de femmes à l'honneur, de sportives et sur des sports en plus dits peu féminins. Et donc, justement, quelle est votre vision finalement de ces femmes qui œuvrent dans des sports où on a besoin de rôle modèle en fait aujourd'hui? On ne les imagine pas. C'est vrai que, comment dirais-je, là, on parlait par exemple de la fédé de handball, mais c'est une bonne c'est un bon exemple. Je veux dire, ils œuvrent beaucoup pour le sport féminin. Ils l'ont peut-être pas toujours fait, mais en tous les cas, voilà. Mais c'est vrai, il y a dans certaines fédés, en parlant avec ces sportives, on voit qu'il y a de la souffrance, quoi. Elles n'ont pas les mêmes droits. Si elles doivent se déplacer, elles doivent se démerder. Pour trouver. Après, voilà. Et ça, c'est le problème des sports peu médiatisés et des hommes pareil, quoi. Je veux dire, les sportifs, ils en pâtissent pareil, quoi. Quand on vient d'un sport qui est peu médiatisé, franchement, heureusement qu'on a Sport en France qui est arrivé il n'y a pas longtemps, effectivement, pour donner la parole à des sports peu médiatisés. Mais quand vous allez voir, si vous voulez qu'il soit médiatisé votre sport, il faut qu'il intéresse les sponsors. Donc, si les sponsors ils sont intéressés par le sport, c'est parce qu'ils sont médiatisés. Donc, en fait, au final, il y a un moment, si on ne nous donne pas notre chance, c'est un peu comme le problème de la femme. Si on ne nous donne pas notre chance, il y a un moment, on reste à notre place, quoi. Et il n'y a rien qui change. Et ce qui a, en tous les cas, changé ces dernières années également, c'est un nouveau média qui est arrivé à portée de tous. Ce sont les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est à portée de main, c'est gratuit, on peut prendre la parole. Voilà. Donc, et les sportifs l'ont très bien compris. Et les sponsors, d'ailleurs, maintenant, arrivent à être captés parce qu'il y a une présence sur les médias sociaux et qu'il y a des followers et qu'ils voient bien qu'il y a un intérêt. Donc, pour changer, justement, pour faire connaître ces petits sports, les médias sociaux, c'est un super outil, quoi. C'est un outil qui est indispensable aujourd'hui. Mais moi, je veux bien connaître l'avis d'Emmanuel Sénéchal
sur la question des quotas parce que j'ai donné le mien, mais ça m'intéresse de savoir comment est-ce que d'autres peuvent le voir aussi parce que les quotas, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et je vois qu'effectivement, Patrick Chevalier dit qu'il y a une loi sur le sport, donc actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, effectivement pour faire en sorte que ces quotas ils soient étendus dès les échelons départementaux et régionaux des fédérations, là où c'était juste avant au niveau national. Donc, effectivement, on est en train d'installer de plus en plus de quotas dans le sport parce qu'on voit que quand on les met, ça permet juste de progresser, en fait. Donc, voilà. Alors, je demande à Emmanuel s'il veut prendre la parole. Moi, je disais, ce qui est compliqué aussi avec cette histoire de quotas, c'est que déjà être une femme, c'est compliqué. Mais alors, si on rajoute en plus ces quotas-là, ça veut dire que, en fait, c'est un petit peu comme, mais peut-être qu'il faut y passer par là, hein, ça sera un sujet intéressant, mais c'est qu'on risque aussi de tomber dans, comme il faut en mettre, on va mettre des gens qui sont là et qui sont là parce que c'est des femmes. Et parfois, on a ça, dans les fédérations, on a ça dans les clubs. Ah oui, bah, tu es à ce niveau-là parce que tu es une femme, parce que tu es une ancienne sportive, parce que tu es ça. Et si c'est pour avoir des femmes qui ne savent pas de quoi elles parlent, moi je dirais que c'est la même chose qu'en politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a subi ça aussi en politique, d'avoir des gens, parce qu'il fallait mettre un certain nombre de femmes sur les listes, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Sauf que là, sur le sport, comme disait Mejdaline, il y a des gens qui ne demandent que ça et qui sont performantes. Voilà. Mais ce qui est dur je pense, pour nous, pour toutes ces femmes-là, d'exister, c'est aussi que, quelque part, on n'a jamais la légitimité. C'est-à-dire qu'on est soit là parce qu'on est une ancienne sportive, ce qui est faux, on est soit là parce qu'on est belle, on est soit là parce qu'il faut des quotas, on est soit là parce qu'on a couché, on est soit là parce que… Voilà. Et c'est ça que nous, on essaye de faire lutter au quotidien, de dire, mais en tant que femme, on a totalement notre place dans l'écosystème. Et c'est ça qu'il faut bousculer. Alors, si ça doit passer par des quotas, passons par des quotas. Mais il y a un moment donné où il y a des femmes… moi, je suis extrêmement fan de Nathalie Iannetta. Et il n'y a jamais, on ne dira que Nathalie Iannetta ne sait pas de quoi elle parle ou passe à la télé parce qu'elle est belle, parce qu'elle s'habille bien, etc. Ben, il faut plus de gens comme ça. Il faut plus aussi qu'on change complètement la mentalité des gens. Et oui, si on est là, c'est parce que, voilà, on sait de quoi on parle aussi. Et ça, j'ai l'impression que ça, c'est dérangeant. Voilà. Mais moi, je n'ai pas l'impression que… Enfin, tu vois, si par exemple, là, je disais, on est à peu près 10%, si on dit il faut au moins 30% de femmes journalistes de sport dans les rédacs, c'est un bond qui sera énorme, passer de 10 à 30%. Il y a toujours ce soupçon de si une femme pour être une femme, on ne se pose jamais la question avec les garçons. Il y a des gars qui sont… Ah ben non, mais parce que le garçon a la légitimité dès qu'il est né. Dès qu'il est né, il a la légitimité de pouvoir parler de jeux à la baballe, de sport. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a une personne qui me demandait que répondre à quelqu'un qui dit que ça fait moins vendre parce que c'est moins, voilà, c'est moins comme ça. Mais en fait, si tu viens chercher dans le sport féminin la même intensité que le sport masculin, tu ne trouveras pas. Si tu viens chercher en allant voir un match de rugby, de Fédéral 3, la même intensité qu'en top 14, tu vas être déçu. C'est-à-dire que quand tu vas voir tes potes jouer au handball en régional, tu n'attends pas qu'ils jouent et qu'ils fassent la même passe que Karabatic sur un match de PSG. Non, mais à un moment donné, il faut être logique. Donc, dans le sport féminin, tu ne peux pas venir rechercher ce qu'il y a dans le sport masculin. Et dans le sport masculin, il n'y a pas la même chose que dans le sport féminin. C'est le même sport, mais avec une intensité et des degrés différents. Donc voilà, si tu viens, c'est sûr que si tu prends Alexandra Lacrabert, qui est une des meilleures joueuses en équipe de France, et aussi elle ne va pas tirer plus fort que Nicolas Karabatic. On ne lui demande pas de tirer plus fort que Nicolas Karabatic. Donc, c'est sûr que si tu mets les mêmes degrés et les mêmes choses, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change que le sport féminin. Tu ne viens pas chercher la même chose. Donc voilà. Il y a d'émotions et de… Mais oui, on vient chercher complètement des choses qui sont différentes. Mais oui, et c'est ce que disait Marie. Effectivement, cette finale à Bercy devant 14 092 spectateurs, quand Alison Pino prend son carton rouge à la 35e minute et que le gymnase… Alors que d'habitude, les spectateurs de handball, c'est plutôt effectivement des familles, c'est plutôt tranquille le hand, hein, il n'y a pas des gros ultras. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Mais là, mais ça hurlait, les gens étaient fous.
Et franchement, il y avait un côté très, Grèce antique, quoi. Tout d'un coup, il y avait une dramaturgie qui est apparue dans ce match et qui était belle. Et ce match, et franchement, régulièrement, je montre les images parce que pour répondre aussi à Patrick Chevalier qui dit à quel point est-ce que ça passe par l'éducation, c'est une évidence et il faut montrer aux enfants, et moi je le fais quand je fais de l'éducation en médias, je leur montre des images de cette finale, je leur montre la tension, le bruit, les spectateurs debout, les gens fous, parce que, comme l'a dit Vanessa, évidemment, Alison Pinault ou Alexandra Lacravère, elle tire pas aussi fort que Nicolas Karabatic, mais on s'en fout, parce qu'en fait, dans une équipe, mais même à l'intérieur d'une équipe de garçons, tout le monde ne tire pas aussi fort, parce qu'en fait, c'est pas à ça que se joue une équipe, c'est pas à ça que se joue une performance. Mais c'est bien, enfin voilà, le sport, c'est bien autre chose que la simple puissance physique, la simple. Ça, c'est dès l'éducation, tu as raison. C'est dès l'éducation, comme on est éduqué à ce qu'une petite fille, c'est bien, elle est mignonnette, il faut qu'elle fasse de la gym. Mais par contre, si elle se met à faire un sport un petit peu trop garçon, c'est parce qu'elle est un peu garçon manqué. Donc déjà, à la base, on n'a pas le droit, en tant que femme, de faire un sport qui est pratiqué et dominé par les hommes. Et c'est pareil dans les métiers. On n'a pas le droit, c'est réservé. Aujourd'hui, on se moque encore d'hôtesses de l'air, je ne sais pas, de stewards, qui sont des hommes. Mais on en est là. On en est là. Mais c'est un métier de femme, voyons. Caissière, c'est un métier de femme. Donc, journaliste sportive, c'est des métiers d'hommes. Donc, il faut, dès le démarrage, reprendre tout. Laver les cerveaux et dès le démarrage, reprendre tout. Voilà. Et ça sera le sujet, effectivement, l'éducation du prochain webinaire la semaine prochaine, parce que pour nous, les LUMILASE, c'était important de parler médiatisation parce qu'on a besoin de voir. Et pour voir, ça fait partie de l'éducation. Quand on voit à la télé des reportages et des documentaires qui mettent en avant des femmes sportives sur tous les sports, quel que soit le sport, ça aide aussi, nous les parents, dans l'éducation pour dire c'est possible puisqu'on montre des rôles modèles. Je propose, parce qu'on va bientôt clore, d'écouter le dernier témoignage, qui est aussi un témoignage de fin d'une autre sportive, et puis je vous laisserai à chacune aussi le mot de la fin. On y va. Bonjour à tous, bonjour à l'ensemble des Lumidacieuses. Je me présente, je suis Arthur Morgan, athlète de haut niveau en judo, plusieurs fois médaillée sur le circuit national français et européen. Et dans le cadre du webinaire La médiatisation des sportifs, je tenais à adresser un message de soutien aux femmes engagées dans leurs projets sportifs, mais aussi entrepreneuriales, professionnelles ou même qui ont un double, voire triple projet. Il est important de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en vos objectifs, car vous êtes forte, vous êtes talentueuse et brillante. Acharnez-vous, le meilleur est à venir, je suis derrière vous et ensemble, on réussira. Prenez soin de vous. Donc, je propose de conclure, mesdames. Je vous donne la parole pour la conclure. Chacune son tour, mais allez-y. Moi, je vais conclure avec un hashtag que j'aime beaucoup et que je mets régulièrement, qui s'appelle « Bousculons le monde ». Très bien. Méjaline? Alors moi, je vais dire abonnez-vous aux sportives parce que la réalité, c'est aussi qu'il faut le soutenir, cette médiatisation du sport au féminin. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet du magazine. Vous allez pouvoir vous abonner au mag et puis surtout, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux et c'est comme ça que vous entendrez parler de beaucoup d'athlètes et beaucoup de sujets autour du sport au féminin qui sont vraiment passionnants. Alors, et moi, mon mot de la fin, un peu plus philosophique, voilà, le bonheur, faire ce que l'on veut, vouloir ce que l'on fait, et ça s'applique au sport aussi. Super. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir pris le temps de partager votre passion et de l'avoir fait véhiculer dans nos échanges. Merci aux participants de votre écoute et puis des questions. J'ai senti que le débat était animé sur le chat. Et donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc à la même heure, le 16, sur un autre sujet qui est finalement un sujet qui est revenu pas mal aujourd'hui. Donc, heureusement qu'on l'avait anticipé, l'éducation et comment casser les stéréotypes de genre. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.